Salut, c'est Maf pour Illogique. Aujourd'hui, je suis avec Jika. Donc, on va commencer par tes débuts sur le jeu vidéo compétitif. T'as commencé sur Battlefield? Non, j'ai commencé sur. Alors, il faut que je me souvienne très très bien. J'ai commencé sur Code 2 et Code 2, je crois. Enfin, Code 2 est sorti avant Counter-Strike Source, non? De mémoire. Oh, il me semble, oui. Ouais, donc j'ai commencé sur 2 en compétitif. Bon, c'est là où j'ai fait mes premiers matchs, où j'ai un peu tâtonné la scène e-sport en soi, les règles, jouer en 5v5, l'entraînement régulier. Donc j'étais très jeune, hein. Et donc j'ai fait 2 ans sur 2 et je suis parti après sur Counter-Strike Source 6 ans. Pour Ah oui, ensuite quand même. rebasculer sur 4 pendant 2 ans encore. Et, et après, je me suis dit, bah, on va tenter quelque chose sur BF3. Mais je jouais déjà à Battlefield avant, en 1942, ça a été mon premier jeu FPS en soi. D'accord. T'as comment, en fait, ouais. Ton premier jeu vidéo sans parler de compétition, ça a été un Battlefield? Ouais, de mémoire, je crois, oui. Enfin, En ça remonte à multi, on longtemps. parle, hein? Ouais, en multi, vraiment en multi, ça a été BF, oui. D'accord, ouais. Et la compétition, t'en avais été, enfin, comment t'as connu l'e-sport, les matchs, tout ça? Ouais, j'ai été resté, j'ai joué contre des grosses teams, enfin grosses teams, de mon point de vue à l'époque sur Call of Duty 2. Euh, En fait, je En joue en FFA? public. Ouais, Ouais. je joue en public et puis j'ai croisé des joueurs de Team Esport, des bons joueurs. Et puis ça est parti comme ça. Ils m'ont dit tiens, ça te dit de tenter l'expérience et tout. Donc c'est parti de là. J'ai dit ok. Et puis c'est là où j'ai mis mon premier pied dans l'e-sport entre guillemets, hein. L'e-sport avant c'était que c'est aujourd'hui, hein. Ah oui, Euh, mais ma première expérience, ouais, ça s'est fait comme ça sur le tas, hein. J'ai opportuniste sur le coup. d'accord. Donc, Code 2, CSS, Code 4 et Battlefield 3 en compétition. C'est Sur ça. Battlefield 3, t'es arrivé chez qui? Ta première équipe? La question que je peux répondre. euh, je suis arrivé. Déjà, je joue en public, beaucoup. Ouais. Je me suis fait remarquer par, on va dire, le subtop BF, par IKO entre guillemets. Je pense que tu connais IKO, hein. Oui, oui. J'ai été repéré par IKO et ma première équipe BF, ça a Relapse, été du coup. Relapse pour la Gamer Assembly 2012 de mémoire. Ouais. T'es Et ça a arrivé été, directement dans le subtop, en fait. oui, parce que moi je jouais beaucoup au jeu. Donc Ouais. le jeu je tryhardais, donc je passais environ 8 heures par jour. Parce que bah c'était un contexte spécial, temps professionnel, école, enfin tout ce côté-là, donc j'avais du temps libre. Ouais. Et j'ai tryhard le jeu, j'avais besoin de faire quelque chose, je tryhardais le jeu. Et puis l'aspect BF3 franchement me plaisait énormément, beaucoup plus que CS. Et c'est ça que bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui je joue beaucoup à Battlefield, c'est parce que j'aime bien ce côté multi où t'as les matchs dynamiques où ça s'arrête pas. Tu sais, par exemple quand tu Ouais. meurs, bah c'est pas fini, c'est pas un système de round, c'est vraiment du jeu continu. Ce qui fait que si t'es pas concentré à un moment, bah tu peux perdre toute la game quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le jeu continu que tout changer d'un moment à l'autre, parce qu'un joueur a fait une action, bah t'as l'effet momentum, chose que t'as dans les joueurs dans les jeux comme Counter, mais je trouve que c'est pas pareil, tu vois, il Ouais. y a vraiment pas du tout la même chose, quoi, pas le même ressenti. Du coup, justement, entre Battlefield 3 qui était en mode 5-5 Conquest et Battlefield 4 qui était en domination, du coup, d'après ce que tu me dis, t'as préféré en fait en mode de match BF4, vu que c'était plus rapide, plus nerveux. Euh, Pas spécialement, non. Je préfère de loin BF3, le mode e-sport BF3, donc la conquête, parce que Ouais, les maps, je trouve, étaient bien faites, bien faites. Bon, après, on s'est adapté, mais je trouvais franchement, le rythme des maps vraiment bien sur BF3. Tandis que sur BF4, la domination, il y avait pas ce côté stratégie, ce côté où tu peux contrôler la game, c'est-à-dire forcer l'adversaire à faire ce que tu as envie. Euh, sur BF4, la domination, c'est vraiment, c'est-à-dire t'as 60% voire 80% de chance sur les spawns, même si t'as le ouais, contrôle des spawns pour contrôler la game. Bah, on connaît tous BF4, les spawns en domination, c'est pas trop ça quoi. Et eh puis oui. le close range, hein. Le close range, c'est bien, mais c'est pas assez.
Enfin, s'il n'y a pas de long range, enfin, s'il y a un mix de tout, c'est pas très. Je trouve que le jeu n'est pas équilibré, c'est que du close range. Ben, on a bien vu que des fois les combats, ça ressemblait pas à grand chose, quoi. D'accord. Du coup, ta première LAN sur Battlefield, ça a été la GA 2012, chez Relapse. Ouais, ça a été ma première LAN BF et également ma première LAN Ah, tout court, quoi. d'accord. Vous aviez fini combien? Je Moi, me j'ai souviens pas commencé honnêtement. de mémoire, on a fini dans le top du bas de tableau. Donc de mémoire, ça devait être 13e, je crois. 13e. Ah ouais, mais vous Ouais, étiez, en première plus, LAN. vous étiez attendu beaucoup plus haut que ça, Relapse. Ouais, on était attendu à un meilleur niveau. Et après, il y a eu une histoire, il y a eu les patchs et tout qui ont changé complètement la méta du jeu. Moi, personnellement, j'ai pu à m'adapter. Je pense que tu te souviens de cette époque-là où la suppression, elle durait pendant 7 Ouais. secondes, voire 8 secondes. Et quand on me connaît, on sait que c'est pas du tout dans mon gameplay et que moi, en soi, j'ai eu vraiment du mal à jouer. Je pense pas être passé à côté de Malan, mais j'ai pas aussi bien joué que sur Internet. D'accord. Et après cette Et LAN, du l'équipe coup, non. le Relapse, qu'est-ce que c'est devenu? Alors voilà, donc après cette LAN, on paye forcément ses échecs en LAN, hein, c'est-à-dire que la communauté suit ce qui se passe en LAN, donc quand il y a un Ouais. échec, forcément derrière ça gueule, ça râle, il y a des reproches. Donc après ça, Relapse c'est terminé, pour moi en tout cas. Ouais. Relapse est resté en vie, ils ont remonté des équipes Battlefield 3 durant la dernière saison, donc de 13, je crois, hein, la dernière Ouais. Coupe de France. Et moi j'ai été contacté par Fred, Fred qui est venu me voir jouer à la GA et qui a trouvé que je jouais très très bien. Et puis on a monté un projet chez Punchline en décembre, enfin pas en décembre, ouais c'était fin 2013, donc entre septembre et décembre 2013, 2012 pardon, on a monté une nouvelle équipe chez Punchline. D'accord. Et t'es resté avec eux jusqu'à la fin de Battlefield 3? Oui, donc D'accord. on a joué de LAN, la Clam Arena et la Coupe de France. On a terminé deuxième à la Clam Arena. Ça s'est passé le jour de mon anniversaire en Ah, cool. février 2013. Et ensuite, on a gagné la Coupe de France. On a gagné la Coupe de France avec Punchline. Je sais plus quelle date c'était. C'était avant l'été, je crois, ou pendant l'été. Et D'accord. ouais. Premier titre sur ta troisième LAN. C'est ça. Donc top Très 2, bien. ensuite top 1, et c'était Et mon premier la titre. Clem, vous avez perdu contre qui? Contre les remakes? Ouais, on avait perdu contre les remakes. On n'était pas assez préparé. Notre équipe était assez jeune, mais on avait fait quand même un très bon résultat en 3 mois de préparation. D'accord. Donc tu termines ta carrière Battlefield 3 sur un titre de champion de France. C'est ça, on a travaillé très très dur, c'était une très bonne expérience personnelle, parce que monter une équipe avec une vision professionnelle, je pense que c'est une expérience à vivre pour tout le monde, pour tout joueur, Mm. de suivre des règles, de vraiment être là pendant les entraînements, vraiment que tout le monde soit vraiment tout le monde soit d'accord sur les objectifs, pas dans une équipe où toi t'as envie de gagner et tes mates ils sont là pour le fun. Vraiment la vision pro où tout le monde a envie de gagner, c'est vraiment quelque chose de différent d'une équipe. Appeler ça C'est vrai d'une qu'il y a des équipe joueurs du comme toi, je dimanche, quoi. pense, qui sont taillés pour ça, mais après, il y a d'autres joueurs que je connais, et j'en fais partie, je pense. On avait très bien commencé sur Battlefield 3, puis on a perdu beaucoup de niveau, justement parce qu'on s'est trop pris au sérieux, et on s'amusait plus, du coup, on a perdu du niveau. En fait, je pense que ça dépend du... Toi, t'es plus un joueur, Ça justement, qui progresse, enfin, qui fait plus de performances en étant cadré que... disons que moi, c'est pas que j'aime bien être cadré, c'est que j'aime bien cadrer mon équipe. Ouais, Je pense que pour avoir une bonne équipe, faut vraiment avoir du sérieux et avoir une part d'amusement. C'est-à-dire que, comme tu dis, faut pas trop se prendre au sérieux parce que c'est source de problèmes. Et dans une équipe, quand on joue dans une équipe, qu'on monte une équipe, le problème qui sera toujours présent, c'est le problème humain. Donc la ouais, relation entre les joueurs. Et le problème humain, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, mais c'est quelque chose d'inévitable. C'est-à-dire un joueur en gros qui a eu une mauvaise journée au travail, quand il va arriver sur TeamSpeak, forcément il sera un peu plus froid. Et en fait, il faut que les joueurs de l'équipe soient aptes à comprendre la situation du joueur à l'instant T, pour pas recevoir, enfin je sais pas comment expliquer, là je m'embrouille un peu.
va couper ça. Euh, en gros, faut comprendre tes mates et pas réagir. Enfin, faut avoir vraiment une relation mate à mate in game et une relation entre potes en dehors du jeu. Et vraiment séparer les deux. Moi, c'est ma vision des choses. C'est vraiment D'accord. l'amitié et l'aspect mate. Je dis pas qu'il faut pas être ami, mais il faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire qu'il faut rester ouvert à la critique dans le jeu pour pouvoir progresser en équipe. T'avais trouvé ça chez Patchline? Ben oui, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Moi j'étais très inspiré par l'équipe Very Games de Counter-Strike Source. Donc moi quand je jouais à Counter-Strike Source, je m'inspirais beaucoup d'eux, de leur façon de faire, de leur façon de communiquer, la façon dont ils font les entraînements. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la même chose sur Battlefield. Et ça m'a pris à peu près 6 mois pour le faire. Plus inspiré par la méthode Existence que KRL alors chez Very Games. Parce que là Ouais. aussi, c'est deux visions différentes, quoi. T'avais Existence qui était très, comme tu dis, hein, qui, voilà, qui sectionnait bien son équipe. Bon, KRL, c'est un peu plus le. C'était pointilleux, ouais. Bah, en fait, je prenais un peu des deux parce que dans une équipe, trop cadrer son équipe, ça, c'est bien et pas bien. Enfin, il y a du bien dans les deux. Moi, je suis plus apte à. Moi, j'aime bien qu'on respecte à la règle la tactique de l'équipe, donc la vision de l'équipe, la Ouais, strat globale. Mais je me repose énormément sur la liberté des joueurs, c'est-à-dire que la strat, c'est par exemple prendre le point B à tel moment avec tel joueur. Euh, En gros, je m'en fous comment on y va, mais il faut que ça soit fait. Si tu ouais, vois ce que je veux dire. ouais. Parce que je trouve la liberté des joueurs, enfin, faut limiter un joueur à. Faut pas le forcer à jouer comme toi t'as envie, mais il faut plutôt qu'il ait sa liberté pour qu'il joue au maximum capacité. D'accord. Encore plus, entre Battlefield 3 et Battlefield 4, que t'as joué à un autre jeu. Entre Battlefield 3 et Battlefield 4, oui, j'étais repassé sur Counter. Ouais, Donc là, c'était à l'époque CSGO. J'ai reçu une proposition d'une équipe du Subtop CS, je me souviens plus du nom. Ils étaient dans les qualifiers pour les ESWC à cette époque-là. ouais. Et c'était au tout début de BF4. Et j'ai dû faire un choix, c'était est-ce que je me consacrais à Counter-Strike Global Offensive ou est-ce que je restais dans ma vision Battlefield, donc une décision que j'ai prise pour BF3. C'était un choix très dur. Moi, au début, j'ai choisi Battlefield. J'ai un peu regretté au début, vu l'évolution du jeu. Donc, domination, la façon Ouais. dont le jeu était, la hitreg, les lags, enfin, on connaît tout ça. J'ai beaucoup regretté CSGO. Je me suis dit, putain, je suis passé à côté de quelque chose d'énorme parce que si ça avait marché, j'aurais peut-être fait une grosse LAN sur CSGO, donc griller les étapes. Mm. Au lieu de ça, j'ai préféré rester donc sur mes acquis sur Battlefield. Et puis j'ai eu un déclic, c'est que quand t'as une opportunité, il faut la saisir, faut pas rester sur ce que t'as parce que sinon t'avances pas. Et c'est comme ça que j'en suis aujourd'hui là où j'en suis sur BF, quoi. Prendre des D'accord. décisions pour atteindre le top et pas rester justement avec ses acquis, rester avec ses copains entre guillemets. Il faut savoir faire des sacrifices pour pouvoir tenir la coupe un jour. D'accord. Mais finalement, c'est un choix que tu regrettes pas parce que t'as fait des ESL One. Ouais. Ils sont pas une des. Bah, c'est pas une ambiance de LAN vraiment, mais c'est quand même des gros Mais c'est événements, quoi. C'est quelque chose à vivre, c'est quelque chose à Ouais. vivre, c'est une expérience, bon, c'est à son niveau, hein, c'est à l'échelle Battlefield, c'est pas à l'échelle d'un League of Legends, mais la pression est là, l'esprit compétitif est là, et c'est ça qui est bien, enfin, et ça sur Battlefield, c'est dommage que derrière, DICE n'ait pas poussé ça parce qu'il y avait quelque chose à faire malgré que le jeu Mm. soit pas haut. Mais ils ont préféré laisser couler. Je trouve que Battlefield 4 a eu un très bon départ, mais dû au manque de suivi dès le départ, le jeu a coulé. On a juste à regarder Overwatch aujourd'hui. Le jeu, il a démarré très fort. Derrière, Blizzard pousse. Et que le jeu, le jeu est toujours là. Le jeu est joué de manière compétitive. Il y a des grosses équipes. De toute façon, c'est simple. Si l'éditeur derrière, tout ce qui est éditeur et le développeur du jeu, s'ils poussent pas leur propre jeu, le jeu n'évoluera jamais, quoi. Ouais. Puis on voit que maintenant, c'est quand même un enjeu financier assez énorme, l'e-sport. Ça serait bête, effectivement, qu'il le fasse pas. Ouais, il y a l'enjeu financier. Bon, moi, Pour eux, j'avais un hein. peu par rapport à ça. Oui, Pour pour eux, les hein, éditeurs. j'avais peur par rapport à ça, moi, sur un moment, parce qu'on sait que là où il y a de l'argent,
Et après, il y a des règles de port à l'état qui peuvent venir, tu vois, là, ça commence à bouger, donc Ça peut-être que bouge, ouais. là, on va voir que l'e-sport, ça va être restreint à moins de gens, en fait, hein, c'est ce qui va se passer, hein, c'est comme le football, t'as pas beaucoup de joueurs qui peuvent aller au niveau pro, quoi. Enfin, tu vois que tu peux avoir de très 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 gros joueurs de foot, mais dû au fait que je trouve, faut avoir la chance, quoi, pour aller Ouais. se jouer dans une grosse équipe de Ligue 1 ou. C'est plus facile de percer avant que maintenant, ouais. C'est vrai Oui, qu'avant, donc. comme t'as fait sur Battlefield 3, hein, suffisait d'aller sur un public, de rencontrer la bonne personne au bon moment, de l'impressionner un petit peu, et puis voilà, c'était parti, quoi. Et ça démarre, oui. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, ouais. Aujourd'hui, je trouve que ça prend un peu l'allure du foot, c'est-à-dire c'est privatisé, les ESL1, c'est 8 équipes uniquement. Enfin, c'est bien, mais quand c'est tout le temps les mêmes 8 équipes qui se qualifient, forcément, tout le reste, ils ont aucune raison de jouer. Et je trouve ça dommage. C'est par exemple pour Overwatch, la Gamescom, c'est 4 équipes européennes, 4 équipes américaines pour un cash prize de 100 000 dollars. Voilà, enfin, 4 équipes européennes, sachant que des équipes, il doit en avoir environ 500 voire plus. Je trouve ça, enfin, je trouve pas ça, je trouve que c'est pas une bonne idée, quoi. Enfin, je pense qu'à la longue, les équipes, Overwatch va s'essouffler. Ça va faire, Hmm. il va se passer que les équipes n'auront aucune raison de tryhard puisqu'il n'y a pas d'accès au subtop en LAN. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça dont j'ai Il reste peur les RAN, les pour LAN le. locales, Ouais. surtout en France, on en a plein. Il reste quand même la GA, la DreamHack. Enfin, il y a pas mal de LAN quand même qui permettent justement de se montrer un petit peu. Oui, oui, mais en l'occurrence, c'est la LAN ne te permet pas de gagner entre guillemets des points pour accéder au top Ah, pour jouer à la Gamescom. Il faudrait suivre en fait le modèle de Counter-Strike. Je trouve que c'est pas mal, c'est que t'as des LAN pour le sub-top pour pouvoir gagner des slots dans le top, enfin avec le système SEA, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Il y a aussi le système de League of Legends, c'est-à-dire que tu as des qualifieurs pour le sub-top où ne joue pas parce que le top a déjà leur slot. Et ça donne une ouais. chance à tout le monde de pouvoir reach le top. Et c'est ça que j'aime bien et c'est ça que j'aimerais qu'on ait sur Battlefield, c'est que vraiment tout le monde ait sa chance et pas uniquement les équipes qui sont fortes déjà en place qui font peur à toutes les équipes qui veulent se lancer. Ouais, ça demande une grosse organisation, mais après, rien n'est Ouais. impossible, hein. Ça peut Bah, venir. on a réussi à faire de BF3 un jeu e-sport où les gens ils aimaient y jouer, Ouais. donc je pense que tout est possible. On est parti d'un jeu à la base qui n'était pas taillé pour l'e-sport, on a réussi à faire nos propres règles, et je trouve on s'en est bien sorti. Et je pense que même le public qui aimait bien regarder les matchs BF, malgré le fait que le Medic soit omniprésent, mais bah, après c'est un mode e-sport, donc forcément on va privilégier les armes et et les classes qui te permettent d'être compétitif justement, sinon on n'appellerait pas ça des matchs compétitifs si on jouerait tous au Ouais. morceau. Mais justement, toi, t'es un joueur, t'as fait que de l'infanterie sur Battlefield. On est d'accord. En compétitif, oui, ouais, Ouais, en en compétitif, compétitif, ouais. 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 Est-ce que tu penses pas que justement Battlefild a une carte à jouer par rapport aux autres FPS? C'est qu'il y a une profondeur de jeu qui est incroyable justement avec les véhicules. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de développer une scène e-sport sur du 8-8 ou du 12-12, enfin avec des véhicules en tout cas, et ainsi se démarquer vraiment des autres FPS, avoir sa propre identité? Donc avoir je te reprends juste parce que il y a la merde. En fait, tu me demandes si c'est bien d'avoir que du 8v8 ou d'avoir les deux en distinct, donc le 6v6 ou 5v5 infanterie et le 8v8 véhicule. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ce que Soit j'en l'un, pense. soit l'autre. Ou que de l'infanterie? Alors, de mon point de vue, moi je suis joueur pro infanterie, donc moi j'aime bien les modes compétitifs où le skill individuel se démarque. Ouais, donc je pense, enfin pour moi, le mode infanterie 5v5, enfin c'est ma préférence. Pourquoi? Parce que les 5 joueurs sont au même démarre, on va dire, sur un pied d'égalité. C'est vraiment le skill qui va faire la différence pour différencier un bon joueur d'un mauvais joueur, d'un joueur brain d'un autre joueur brain. Euh, Tandis que le 8v8, je dis pas que c'est pas bien. J'ai testé le 8v8 avec les Nation Cup et en jouant avec des équipes américaines. Mhm. Franchement, je me suis amusé. Je le cache pas. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais il y a ce côté, vu que je viens de l'infanterie, je pourrais pas être objectif sur ça. Euh,
Je pense que les gens peuvent aimer le 8v8 fortement. Je trouve c'est dynamique, il y a plein de choses à voir. Après, il y a peut-être trop de choses à voir, c'est-à-dire le 8v8 ça bouge pas mal, donc faut savoir quand prioriser la vue. Je pars par rapport au mode Ouais. spec, comment prioriser la vue sur un tank, vraiment un très bon tank, mais s'il y a aussi l'hélicoptère qui est en train de faire une action à ce moment-là, il y a aussi les avions, donc il y a pas mal de choses. Il y a l'infanterie également. Euh, de tout ce que j'ai vu en 8v8, donc des casts, c'est un peu dur de suivre parce que ça bouge partout, C'est on pas sait pas brouillon, trop ouais. ce qui se passe. Oui. Après, est-ce que c'est la faute du mode? Je sais pas. Est-ce que c'est la faute des casters qui est soit qui manquent d'expérience? Ça demande de l'expérience et le problème Oui, c'est qu'il oui, n'y en a pas tant que ça des matchs. Du coup, pour se la faire oui. l'expérience, c'est pas évident non plus, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Et je pense oui, c'est un manque d'expérience parce qu'en fait, savoir quand il met une action au lieu d'une autre. Enfin, ça, comme tu l'as dit, ça vient de l'expérience de cast. Et je pense que c'est ça qui manque à la SNBF, que ce soit pour l'infanterie ou le véhicule, c'est que généralement on filme pas vraiment là où ça doit être filmé, tandis que Counter Strike, on a bien vu que les casters ils connaissent le jeu, Ouais. ils connaissent les tactiques globales du jeu, donc ils sont toujours là sur la bonne vision au bon moment, enfin à 90% du temps, ils sont vraiment là où il faut et pas à l'ouest et pas à l'autre bout du champ de bataille alors qu'il y a une action de ouf qui est en train de se passer. Ok. Ouais, c'est On un peu dur à va... répondre. Hein. Ouais, non, mais c'est parfait. On va revenir un petit peu sur ta carrière à toi, sur Battlefield 4. Oui, Euh, Qu'est-ce que tu as fait? Parce que du coup, là, je t'avouerai que la CNBF 4, j'ai pas suivi énormément. oui. Qu'est-ce que tu as fait comme équipe et quel est ton palmarès? Donc on a continué donc après BF3 avec Punchline, on s'est lancé sur Battlefield 4. On a eu un petit démarrage un peu laborieux, des joueurs qui ont dû partir à cause du travail. Donc là, ça a un peu chamboulé les plans parce que quand il y a changement de joueur, forcément, il y a perte de niveau, il y a perte de la synergie de l'équipe. Donc on a dû s'adapter. On a fait la première saison ESL1. Franchement, on est passé à côté complètement. Hmm. Ensuite, on a fait qu'est-ce qu'on a fait? Alors que je me remémore les saisons. Ensuite, on a donc quitté Punchline, on a rejoint l'équipe Top Achat. Donc, je pense que tu connais Top Achat, GC, t'as pas cher, ouais. voilà, voilà, GC Top Achat, qui appelle le vrai. On a monté ça, donc c'était composé uniquement, c'était une équipe entièrement française avec un néerlandais, Anta. Ouais. Unta n'avait pas la majorité, donc il ne pouvait pas jouer en LAN. Alors donc il était substitut dans notre équipe. On a réussi à aller top 2 à la Gamescom. Donc c'était la Gamescom 2014, si mes souvenirs sont bons. On est allé en finale contre Fnatic. On a perdu 3-0 contre Fnatic, mais on a fait notre premier top 2 aux Ouais. ESL1. ESL1 qui est une compétition à cette époque-là européenne. Et franchement, Un très bon c'était résultat, quelque ouais. chose de monter sur la scène à la Gamescom devant tant de gens. Enfin, la Gamescom, c'était vraiment, on peut qualifier ça un major pour BF parce que Ouais. il y avait du monde, la façon dont c'était présenté, c'était quelque chose à vivre, quoi. C'était quelque chose à vivre. Donc top 2 à la Gamescom. À partir de là, on a eu notre titre pour SK Gaming, oui, parce que vu que nous on a une vision assez pro, on essaye quand même de rejoindre des Hmm. structures qui ont une certaine renommée pour aussi pour reach les contrats professionnels, parce que pour être joueur professionnel, il faut signer des contrats pro, et les contrats pro te donnent des avantages, que ce soit financier ou hardware, donc recevoir des souris, recevoir du matos informatique, des écrans quand ton écran est cassé. Enfin, le milieu pro, c'est ça, hein, c'est Vous généralement étiez t'as les pro sponsors. chez SK? On était joueur pro, on n'était pas salarié en soi, mais on avait des avantages financiers en fonction des résultats. Ouais. Vu que c'était notre première expérience niveau pro entre guillemets, on avait une période de probation, ce qui fait qu'on n'était pas salarié dans un premier D'accord. temps. Et nous, c'est nous notre objectif, c'était aller chez SK Gaming, c'était pas tant aller gagner des sous là-bas. Et faut un début à tout quoi. Moi j'ai envie de dire, faut pas être trop gourmand, faut un début à tout. Le monde pro, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas parce que t'es bon que tu peux demander la terre. Vraiment, faut y aller tranquillement. De faire sa propre idée du milieu, est-ce que la structure est bien, pas bien. De mon point de vue, SK Gaming, ça a été l'une de mes meilleures structures actuellement.
Oui, Et je j'imagine, pense que oui. c'est l'une des meilleures encore Encore aujourd'hui. actuellement, oui. Bien sûr. Ouais. Et rejoindre une équipe comme SK Gaming, c'est vraiment une expérience personnelle à vivre, que ce soit SK Gaming ou une très très grosse organisation, parce que ils ne fonctionnent pas comme une équipe de 5 joueurs, pas un encadrement derrière. L'encadrement, que ce soit financier, enfin qui est tout derrière, ça change complètement ta vision du truc. Enfin, donc on est rentré chez SK Gaming. Ensuite avec SK Gaming, on était vraiment dans le top 4 des équipes européennes. Mm. On a également terminé premier à la GA 2000. Donc là, on a terminé premier à la GA. 2014. Ouais, à la GA 2014, mon équipe a gagné la GA 2014 contre Pyro LDLC sous Ouais. GC Top Achat. On a gagné la GA 2015 avec SK Gaming, donc tu étais présent avec Ouais. Mafia, avec Trésor. Avec SK Gaming, donc c'était la nouvelle version de SK Gaming, hein, c'était la version de survie, Mm. qui n'a pas survécu longtemps. Euh, T'as dit, mais j'ai perdu SK comme ça, quoi, à cause de son dessus. Ça me fait chier. Ah, Quand j'y repense. Ouais. Ouais. Euh, donc ensuite, après notre victoire à la GA 2015 avec SK Gaming, donc pour moi, ça a été ma première victoire à la GA. Hein. Ça a été une revanche entre guillemets de la GA 2013, 2012. Ça a été une grosse revanche parce que là, j'avais travaillé dur pour atteindre le niveau actuel, une grosse organisation, défendre un nom avec une certaine notoriété derrière. Et j'ai assuré le coup, l'équipe a assuré le coup et j'ai pu tenir enfin le trophée. ouais. Trophée de la Gamer Assembly sur scène et en 2015 la GA ils ont changé un peu ils avaient changé, enfin c'était nouveau pour moi vu qu'on changeait un peu les locaux, la Mm. façon dont c'était fait et franchement j'ai adoré, c'est pour une GA c'était énormissime, euh, vraiment très très content de gagner sur cette scène là. C'était un peu une revanche aussi dans le sens où quand tu étais chez Relapse, il y avait des rumeurs aussi qui couraient sur toi, sur pas mal de joueurs qui pensaient que tu n'étais pas clean. Et tu avais un peu Oui. foiré ta GA chez Relapse. Du coup, là, ça fait une belle revanche. T'es arrivé en LAN et tu l'as gagné, quoi. Oui, ma Ok. notoriété sur Battlefield, en soi, je l'ai pas construite moi-même. C'est la notoriété, c'est faite du entre guillemets haters, hein. C'est les gens qui t'aiment pas, Mm. et vu que les gens qui t'aiment pas, ils font parler de toi tout le temps. Donc on parlait souvent de moi, et ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai rien demandé, hein. J'en suis aujourd'hui. J'ai une chaîne YouTube, j'ai 10 000 followers, mais en soi, j'ai pas fait une chaîne YouTube pour vocation de devenir un YouTuber Ouais. avec une grosse notoriété. Ça s'est fait comme ça. Enfin, j'ai rien demandé, ça s'est fait comme ça, quoi. Et après cette GA 2015, moi j'ai rejoint Epsilon, donc un nouveau départ pour moi. J'ai rejoint une toute nouvelle équipe, donc là je joue avec de nouveaux mates Mm. complètement. J'ai rejoint Epsilon parce que SK Gaming n'allait pas très bien. Et vu que je n'avais pas envie de repartir de zéro, j'étais forcé de rejoindre une structure où je pouvais être entre guillemets en attente et pour présenter un futur projet. Donc j'ai fait une saison à la Gamescom 2000, Gamescom 2000, 15. Gamescom 2015. J'ai fait une saison SL1 avec Epsilon. On a terminé dans le top 4. C'était un résultat qui était plutôt correct avec le potentiel de l'équipe. Il y avait qui Après dans cette équipe? dans cette équipe-là, donc moi j'ai rejoint Meyek. Donc Meyek, c'est un joueur au début que je n'aimais pas parce que c'était un joueur qui était très très fort. Et un mec qui est très très fort, généralement, c'est très embêtant parce que tu es obligé soit de tisser à son niveau et si tu n'y arrives pas, en soi, tu as un sentiment d'infériorité. Et quand tu as un sentiment d'infériorité au niveau compétitif, généralement, t'aimes pas trop le joueur, si tu vois ce que je veux dire. Mm. Tu vas pas quand tu joues un match être élogieux avec lui parce que c'est pas le but, c'est pas de lui dire ah t'es trop fort. Non, c'est le but, c'est pas tant avoir de la haine, mais j'avais un sentiment d'infériorité. Et ce joueur-là m'a permis sur Battlefield de vraiment de remonter mon niveau parce que c'est un joueur avec une intelligence de jeu. Enfin, j'ai jamais vu ça. Un mec très Mm. calme avec une très très bonne intelligence de jeu. Il se positionne tellement bien
Et bon, lui aussi, hein, il y a eu comme moi, l'histoire des échos, comme quoi il était pas clean. J'en faisais partie, hein, moi j'assume. Pour moi, il était pas clean du tout, et le fait d'avoir joué avec lui, bah, ça m'a mis une bonne claque. Il m'a dit, Coco, voilà, il y a pas que toi qui est bon, donc à ce moment-là, faut te remettre en question. Enfin, c'est pas parce que t'as réussi sur BF3 que tu vas réussir tout le temps. Enfin, des nouveaux talents, il y en a tous les jours, donc il y a ça qui est dur dans la scène, c'est vraiment se remettre en question. Donc avec Meyek, j'ai rejoint également Orek, hein, un Hongrois. Orek, un très bon pote, un très bon joueur. Il y avait également Safe, Safe qui venait de l'équipe Meet You Maker, la première équipe qui a Ouais. gagné les premiers ESL One. Il y avait Hysteria qui a joué chez PKD et chez SK Gaming aussi. C'est Et français, lui. oui, il est français, donc c'était mon binôme à la fin de SK et au début Mm. d'Epsilon. Suite à notre résultat, la Gamescom 2015, je suis allé voir le manager et je lui ai présenté un nouveau projet parce que Epsilon finissait souvent dans le top 2, donc depuis le début des ESL One, était souvent outsider de Fnatic. Il finissait tout le temps top 2, il passait tout le temps à deux doigts de la victoire. Donc moi j'avais aussi une certaine revanche envers Fnatic parce que j'avais envie de les battre, quoi, hein, par rapport à la Gamescom 2014. J'avais envie de les battre, quoi. Il y avait cette envie de les battre. Je suis allé voir le manager et je lui ai présenté un nouveau projet. Et je lui ai dit, donc là, faut être opportuniste et vraiment vouloir gagner pour faire ça. Je suis allé le voir et je lui ai dit, si tu as envie de gagner, tu prends ces joueurs-là. Donc c'est qui tout double, hein. C'est-à-dire que soit ça passe pas, tu te retrouves tout seul, soit ça passe, et dans ce cas-là, ben, faut pas te rater derrière. Ouais. Voilà, il faut s'engager. Donc moi, j'avais envie de gagner. Franchement, j'avais une envie de gagner qui était omniprésente. Et j'ai présenté un nouveau projet Epsilon. Donc le projet, c'était Meyek, donc le joueur suédois qu'on a parlé précédemment. Il y avait Orek également. Il y avait donc moi en tant que capitaine. J'avais recruté Unta chez GC Top Achat et SK Gaming, Ouais. notre joueur de réserve, qui avait enfin 18 ans et qui a pu jouer en tant que titulaire. Et Exis qui a joué pour Pyro LDLC et également SK Gaming. Et donc j'ai monté ce 5-là. Ce 5-là, donc je l'ai appelé la Dream Team, entre guillemets, parce que c'est des joueurs avec des potentiels individuels énormes. Et ça a été le nouveau Epsilon, quoi. C'était pour donner du 109 à Epsilon. Et ça a été une expérience énorme. Ouais. Énorme. Donc là, ouais, ben, ce nouvel Epsilon, ben, on est invaincu online. Je parle au niveau ESL One. Ouais. Dans tous les majors, on a eu aucune défaite online et offline. Donc on a été invaincu du début à la fin. Ça a été un peu l'équipe pour battre Fnatic. Et ça a payé. On a réussi à contrôler Fnatic, on les battait. Donc pendant 3 Seasonal Cup, on a réussi à les battre. Ils étaient plus trop au niveau, ils étaient plus trop en forme. Après, ils ont décidé de partir sur Overwatch. Justifié ou pas, je sais pas. Je vais pas entrer dedans. Vous aviez gagné des ESL One contre Fnatic avec cette line-up? Avant, avec ce line-up, oui, on a gagné donc online, mais blind parce qu'ils se sont désistés avant la LAN, quoi. Sur la Ils dernière? sont, ouais, sur la dernière, la Winter D'accord. 2015. Hmm. Donc ouais, la nouvelle Epsilon, c'était la Winter 2015. D'accord, ouais. Donc la dernière saison, et c'était plus là, on jouait plus pour un titre européen, on jouait vraiment pour le titre mondial avec l'arrivée des Brésiliens. Oui. C'était dommage qu'il n'y avait pas les équipes asiatiques, mais c'est quand même bien de voir qu'on s'ouvrait à l'autre continent au niveau de Battlefield. T'as senti une différence entre les équipes non européennes et les équipes européennes au niveau du style de jeu? Ouais, les équipes américaines, elles ont vraiment un style de jeu agressif et vraiment, ils cherchent vraiment à prendre du plaisir en jouant, mais énormément. Ils se reposent beaucoup sur le skill individuel, tandis que les Européens sont beaucoup sérieux. Et ils essayent vraiment de baser leur style de jeu sur la strat. On connaît le style européen. Le style européen, c'est on prend des lignes, on avance, ligne défense, ligne d'attaque. C'est vraiment un jeu méthodique. Et on a tous été surpris par le jeu agressif, limite non méthodique des Américains, donc en l'occurrence des Brésiliens. Et Ouais. ça, ils ont entre guillemets éclaté tout le monde parce que c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude, et quand on n'a pas l'habitude, ben on sait pas quoi faire. Donc ça s'appelle l'expérience.
Nous, on a eu l'occasion de les jouer avant cette dernière saison. Et je me suis inspiré de leur façon de jouer pour monter cette Dream Team. D'accord. Donc on est arrivé en finale, on est arrivé en finale contre... Ça s'appelait, c'était les ANTZ. Arrivé en finale contre eux, on les a battus 3-2, ça a été une grande finale très très serrée. Et voilà, on a eu notre titre de champion du monde avec une très très bonne finale. D'accord. Donc ouais, t'as fini sur le top du top sur Battlefield 4. Battlefield Hardline, t'as essayé? Oui, alors j'y suis allé en que j'ai essayé, j'ai pas trop aimé le jeu. J'ai fait la DreamHack avec SK Gaming, c'était pas vraiment SK Gaming, c'était un mix, on y allait en mix. Ouais. Euh, donc il y avait 2 joueurs SK et ainsi que 2 joueurs SK Gaming ainsi que trois potes, hein, c'était un mix de potes. On a terminé, je ne sais plus combien, je crois qu'on avait terminé dans le euh, Troisième, je top crois. 4, non, troisième Non? c'était Infamous, je crois, on avait Infamous, ouais, terminé top top 4, ouais. 4, ouais, dans le top Ouais. 4, je crois. On a terminé dans le top 4. Bon, moi j'ai débarqué à la LAN, je connaissais pas les maps, hein, j'y suis allé vraiment pour le fun. Mm. Hardline, ça m'a pas marqué du tout, j'y suis allé juste pour passer des moments entre amis. Ça a pas, pour moi, Hardline n'a pas eu pour vocation d'être un jeu compétitif, hein, je n'ai pas eu de vision, je me suis pas En tant projeté de faire une que, carrière sur ce jeu. en tant que joueur, pas forcément en tant que compétiteur, mais en tant que joueur même occasionnel d'FPS Battlefield, si tu devais faire un classement des différents Battlefield en partant du plus mauvais jusqu'au meilleur, ça serait quoi? Au niveau compétitif, dans lesquels Non, j'ai joué, non, non, vraiment en tant ton expérience globale de jeu. Pas forcément compétitif, mais même en prenant du plaisir en jouant à FFA comme ça. Parce que en tant que en compétitif, finalement, t'as fait que BF3 et BF4, donc ouais. Donc au niveau global, je mettrais donc BF2 en premier. C'est un jeu, BF2 ça a été le jeu auquel j'ai joué dans mon enfance. ouais. Enfin, dans mon enfance vraiment avant de mettre un pied dans l'e-sport, ça a été un jeu où je passais énormément de temps en public parce que ce jeu-là j'adorais. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui faisait que ce jeu, j'accrochais, je prenais du plaisir à chaque game en public. C'était jamais la même chose. Mais t'as jamais essayé les Euh, matchs sur Battlefield 2? Sur Battlefield 2, non. Je n'ai pas essayé les matchs. À cette époque-là, j'étais beaucoup Counter-Strike. D'accord, ouais. J'étais Beaucoup. pas, j'étais vraiment pas dessus, quoi. Là, de niveau e-sport, BF2, j'étais absent, quoi. D'accord, c'est dommage. Donc, je dirais BF2. BF2. Ensuite, donc je mets pas BF 2142 pour moi. Je mets BF2. Je jouais qu'à BF2. J'ai pas vraiment tâtonné 2142. En soi, j'aime pas trop les jeux futuristes. Ouais. Euh, Ensuite, donc là, j'hésite pas mal, quoi, parce que j'ai beaucoup aimé 1942 et BF3. Donc je mettrai donc BF3, BF3 en 2, pas au niveau compétitif parce que j'ai vraiment adoré. Après BF3 c'était très très bien, mais c'était pas parfait non plus. Mais je trouve que BF3 il y a eu quelque chose. Le jeu a complètement changé, c'est pas du tout pareil. Ça jouait tellement différemment de BF2 et de BF 1942. Je trouve qu'il y a eu un apport qui se rapproche, enfin ça se rapprochait un peu plus de Call of Duty, et vu que je venais un peu de Call of Duty, peut-être qu'il y a eu ça qui disait Ouais. que j'aimais bien BF3. Après, j'ai déçu de BF4, hein. BF4, ils sont trop rapprochés de Call of Duty, et donc là on perdait un peu l'identité Battlefield. Donc je mettrais donc BF2, BF3, Bad Company 2, 1942, BF4, Hardline. Un joueur que t'as particulièrement apprécié au cours de ta carrière e-sportive sur Battlefield. Un joueur qui t'a marqué en bien. En bien, Ouais. Battlefield, en East Battlefield, Ouais. je dirais. Ah, c'est un peu dur. Si j'en citer qu'un, c'est très très dur. Français de préférence. Un français? Ok. Ouais. Je dirais Xia. Ce qui fait que Xia, avant d'intégrer Relapse sur Battlefield 3, Ouais. je jouais beaucoup avec son frère. Ouais, j'ai eu un très très gros feeling avec son frère. Et quand on a monté P-Line, Xia nous a rejoints. Et j'ai eu un moment avant de comprendre que sa voix était la même que celle de son frère. Et c'est là que je me suis dit,
Toi, si t'es bon, c'est normal. Xia, il a son côté discret, bon, son côté un peu chinois entre guillemets. Il avait un côté discret avec un skill, un très très gros skill. Et c'est une personne avec qui j'ai vraiment aimé travailler. Ouais, je sais pas, il apportait quelque chose dans l'équipe. J'arriverai pas à l'expliquer. D'accord. C'est la personne qui te permet t'es obligé d'avoir un Xia dans ton équipe si tu veux une équipe qui perdure dans le temps. Je sais Ok. pas, il a un élément positif dans l'équipe du fait qu'il est calme, qu'il est discret, qu'il se prend pas la tête. Au contraire, un joueur que t'as pas apprécié. Avec qui j'ai joué et que j'ai pas apprécié. Pas forcément Français. un qui t'a joué, ouais, français, ouais. Mais un joueur qui t'a marqué, mais pas en positif, quoi. En fait, il y en a plein, quoi. Là, c'est dur, quoi. Ça dépend si je donne au niveau FR ou. Ah, on va se concentrer sur le français, ouais. Ok, donc niveau FR, on va dire Monstro. Ouais. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de mal à jouer avec. J'ai joué avec un petit moment à l'époque de We Are So OP. Je trouve dommage qu'un joueur avec un tel potentiel euh, ait un comportement et une attitude qui le bride énormément et qui bride son équipe. Je trouve Ouais. ça dommage. Je trouve ça dommage que il aurait pu pousser ses équipes dans le passé et aujourd'hui il pourrait être dans des équipes qui sont dans le top si justement il aurait pas ce comportement désagréable pour une Ouais. équipe. Enfin, Toxique, ouais. Ok. Ton meilleur event français. Celui qui t'a laissé le plus beau souvenir. alors la GA 2015. Le titre de champion de France. Oui. Et ça m'a marqué pas tant par le titre, mais par l'organisation, que c'était bien, c'était fluide. Euh... C'est vrai que l'organisation a été super top. On se demande quoi. Le Ouais, pire. Le pire event. Pierre Dan. Ouais. Euh... Ah, c'est dur aussi de choisir l'event. Hein. Dans le sens organisation ou dans le sens personnel? Global. Globalement. Global. Le pire event. Bah, je dirais ma Perlan, La la GA 2012. 2012. Ouais. Ouais. Les... L'organisation était bien, mais moi, j'étais pas j'étais déçu de notre résultat et puis ça, ça a été un départ tragique Ouais. dans ma carrière. Ça a été le point de départ de tout. Faut pas le cacher, hein, ce gros fail a fait que j'en suis là aujourd'hui. Comme quoi, enfin, en ayant un gros fail, on peut réussir. Une petite question. Moi, quand je me déplace en LAN, je t'ai toujours vu jouer sur ton CRT. Bon, à part en finale où Oui, les PC étaient fournis. C'est encore le cas oui. à l'heure actuelle? J'en ai un, oui, mais je l'utilise beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma table, je peux pas le mettre. Hmm. Sinon, je serais encore sur CRT aujourd'hui. Et j'ai dû faire le pas parce que, comme tu Ouais. le dis, en LAN, les écrans sont fournis et euh, et c'est très très dur d'un CRT à un écran plat. Pourquoi? Parce que pour moi, le CRT c'est le top. Temps de réponse 0. Je trouve ça hyper fluide. Ça te permet de jouer avec une low résolution et t'as l'impression de jouer en Full HD. Par exemple, Battlefield 3, je joue en 800 x 600. Ouais. Mais du fait que ce soit sur un CRT, j'ai pu manipuler la forme de l'image et j'avais l'impression de jouer en 1080p sur un tout petit carré parce que on voyait pas les pixels, c'était vraiment bien. Ce n'est pas tant que ça me donne un avantage ou quoi, c'est parce que depuis tout jeune, depuis Counter, je jouais sur un CRT. À l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter un écran plat. J'en avais encore moins pour m'acheter les nouveaux écrans 120 Hz. Et, et, hum, et le CRT, ça a toujours été une partie de moi. Enfin, ça a été mon identité. Hein. C'est JK joue sur Hmm. un CRT en 800 x 600. Et moi, j'aimais bien. C'était par rapport au temps de réponse. Vu que moi, je suis très très low sensi, j'aime bien que ça réponde instantanément. Sur l'écran, c'était juste un choix optionnel, c'était pas tant ça te donnait un avantage technique parce que au final, t'as pas trop un avantage à jouer sur un CRT quand tu te déplaces en LAN parce que c'est lourd à porter dans le train, dans la voiture. Et puis quand tu passes sur un écran plat, l'écran plat, t'as l'impression que ça lag, que c'est pas fluide, il y a un temps de réponse, l'input lag.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de jouer le maximum possible sur un écran plat, justement pour avoir cette habitude de l'input lag. On va parler un petit peu de Battlefield 1. T'as vu des vidéos, du coup, je suppose. Ouais, j'ai regardé, ouais. J'ai pas Ouais. mal regardé. T'as pas eu l'occasion d'y jouer encore la Closed Non, à non, je n'ai l'alpha. pas, j'ai pas eu d'accès à l'alpha. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses déjà des images que t'as vues, t'en penses quoi? Alors, je pense que publiquement, ça peut être un jeu très fun. Ça va enfin redonner un peu de vie à Battlefield. Je parle pour tout, que ce soit au niveau infanterie, que ce soit au niveau véhicule. Je pense que quand on va jouer une partie en public, on va beaucoup plus se rapprocher d'un L'esprit BF. d'un voilà de l'SPF, d'un bon BF2, de l'immersion que j'avais dans Bad Company 2. Par exemple, l'ambiance sonore que je kiffais Hmm. dans Bad Company 2, c'était vraiment l'ambiance sonore. Enfin, tu sais, il y avait quelque chose qui faisait que tu jouais, enfin, t'étais dedans, quoi. Ouais. Et j'ai un peu le même sentiment pour BF1. J'étais vraiment très impressionné par la dynamique du jeu, enfin les destructions. Je pense vraiment qu'en public ce jeu, il sera beaucoup joué. Après, e-sportivement, je sais pas. Je ne peux pas te dire à l'heure actuelle, je l'ai pas testé. Je ne sais pas quels seront les modes compétitifs. Mais je pense que le jeu a du potentiel. Après, il faut voir comment derrière EA va pousser le jeu et comment les joueurs vont construire la communauté autour de ça. Ouais. Après, voilà, l'e-sport, ça part donc des joueurs qui jouent en compétition. Mais après, il y a un truc qui s'installe aussi avec les viewers. L'e-sport sans viewers aujourd'hui, c'est rien, ça marche pas. Ça n'est pas joué, oui. Et du coup, là, enfin, c'est mon avis, je pense que Battlefield 1 a vraiment une épingle à tirer du jeu comparé à Counter et à Overwatch. Overwatch a sa propre identité, Counter, il est là depuis des années, on peut pas le bouger, et je pense que là, Battlefield 1, étant Ouais, donné qu'il il change peut d'époque, percer. il est sur la Première Guerre mondiale, ça peut donner quelque chose d'intéressant, ou en tout cas une alternative à ce qu'on voit d'habitude en compétition sur les FPS, ouais. Ouais. Du coup, s'il marche au niveau compétition, ce jeu, est-ce que tu penses revenir? Bah, j'ai toujours été présent, donc ça serait pas vraiment revenir, ce serait être Oui, présent. enfin, voilà, présent, ouais. Ouais, je serai là, je serai présent, oui. T'as une idée d'avec qui? Ouais, donc moi, si je reviens, je serai tout seul, donc ouais, je peux pas te dire à l'heure actuelle, mais si je viens, oui, je vais monter un gros truc et je serai présent pour être dans le top 1, quoi. Hein. Ah, D'accord. c'est le top. Moi, le top, c'est le top 1 maintenant. Il faut jouer pour ça, quoi. Tu joues pour gagner. Et si je suis là, je serai présent pour gagner, quoi. Ok, bah écoute, j'espère te revoir sur Battlefield 1. Et puis même merci du temps que tu Ouais, m'as bah, je te remercie. accordé. Hein. Et puis voilà, on se revoit bientôt. Ouais, je te remercie aussi de m'avoir contacté et j'espère qu'on se verra sur Battlefield 1.